ce petit atelier, on va parler d'audio digital et de podcast. Et effectivement, plutôt dans une logique d'exploitation et de bénéfices, dans une logique de communication de marque. Alors l'audio digital, hein, on est d'accord, il y a une très forte accélération ces derniers mois, ces dernières années, on va dire les deux dernières années. Là où les médias s'en sont emparés assez massivement ces 5 dernières années, les grandes entreprises, mais plutôt à des fins de communication interne, depuis déjà pas mal de temps. On a des clients qui, depuis 10 ans, font de la com interne et font de l'audio, font des podcasts, font également de la web radio à des fins de communication interne. Et de manière un peu plus, on va dire, récente, il y a un vrai sujet autour de l'exploitation de l'audio dans une logique de communication de marque et de contribution finalement à ce qu'est le branding audio, votre marque audio, votre signature, sachant que en fait ça n'est pas une obligation, c'est très à la mode en ce moment, mais il faut que ça ait un peu de sens quand même. Ça pose des vraies questions finalement sur ses propres valeurs, la façon dont on veut les partager, le profil de gens que l'on adresse, les contextes d'utilisation également. Et effectivement, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, on peut effectivement envisager d'exploiter ce format qui présente plein de qualités, comme on va le voir, et qui répond à un certain nombre de contextes d'usage plutôt plébiscités en ce moment. Alors, une fois qu'on a dit ça, et qu'effectivement on a posé le constat qu'il fallait quand même travailler en amont du projet avant de se lancer, pour avoir vraiment quelque chose à raconter, de manière claire. Il ne faut pas non plus escompter un ROI rapide, c'est pas l'opération, c'est pas le but de l'opération dans un premier temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment les contenus audio sont consommés aujourd'hui, et de voir un petit peu de manière globale la manière dont les usages évoluent en la matière. Ça va permettre de situer aussi sa propre situation par rapport à ce qui se passe par ailleurs, et d'affiner finalement sa stratégie. Alors globalement, ça c'est Médiamétrie qui nous le dit. Alors, en 2021, on avait donc 15 millions de Français qui écoutent des podcasts sur une base régulière, je veux dire globalement au moins une fois par mois. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup évidemment de replays, hein, des grands médias, mais il y a également des podcasts natifs de plus en plus. Et dans ces podcasts natifs, il y a effectivement des podcasts qui sont produits par des marques. On considère que globalement un tiers des internautes écoutent des podcasts de manière régulière là aussi. Et la progression est réelle, puisqu'en 2022, sur les derniers chiffres, on est à la fin du premier trimestre, là en mars, on a 155 millions d'écoutes, ce qui est une belle progression, parce qu'on était plutôt sur une moyenne de 120 millions d'écoutes par mois sur 2021. Et donc on voit qu'on a quand même un usage qui continue à se développer. Et le profil, l'âge moyen, c'est plutôt 35 ans. Alors plutôt urbain et plutôt CSP+. Néanmoins, ça change, parce que là c'est à hauteur de 27%. La même étude l'an dernier, on avait un taux qui était de l'ordre de 40%. Ce qu'on peut dire, c'est que l'archétype, en caricaturant un peu les choses, l'auditeur de podcast est plutôt une auditrice qui avait plutôt 30 ans, qui était plutôt branché, CSP+, et habitant en région parisienne, une très grosse agglomération. Et ça, les choses changent un peu. Il y a une diversification des profils pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est que d'une part, les producteurs de podcasts sont multiples, et ils sont également très présents dans les villes de plus de 100 000 habitants, mais aussi dans les villes de moins de 100 000 habitants. Les acteurs de la PQR, par exemple, sont extrêmement dynamiques dans ce contexte-là. Et globalement, on a quand même une diversification des formats. Et donc, ça, c'est plutôt assez intéressant pour pouvoir adresser d'autres populations, effectivement, que les populations qui étaient initialement très, très férues de contenu audio. Alors, on dit que c'est un format efficace. Oui, parce qu'enfin, dans les contextes qui nous intéressent, c'est un format qui a une certaine forme d'efficacité, puisqu'il permet de saisir des moments qui sont finalement délaissés par les autres formats, ou en tout cas moins bien adressés par les autres formats, notamment en situation de mobilité, assez clairement, et puis également parce que c'est un peu comme sa grande sœur la radio, finalement le podcast c'est un média dit secondaire, et donc on peut écouter du contenu audio en faisant autre chose. Alors en conduisant, ça se croise avec les questions de mobilité, mais aussi en effectuant des tâches diverses et variées. Et puis par ailleurs, comme c'est un média qui est relativement immersif,
qui stimule la dimension imaginaire finalement, puisqu'on n'a pas le support de l'image, on n'a pas le support de photos ou d'images animées, et bien finalement il crée une intimité qui est très forte, et le taux d'attention qui en découle est globalement élevé. On dit qu'il est pas loin d'être presque 5 fois supérieur à ce qu'on retrouve sur d'autres formats. Et c'est notamment pour ces raisons-là, et c'est pour ça que effectivement, les marques s'y intéressent, puisque globalement, il y a quand même des chances que ce qu'elles racontent puisse être retenu, et plutôt pas mal par la population visée. Et puis l'autre aspect qui est extrêmement important, c'est que les podcasts, ils s'écoutent sur une multiplicité de supports. Et donc ça répond à des usages et des contextes d'utilisation qui sont extrêmement variés. On écoute des podcasts sur son Deezer, sur son Spotify, sur son Apple Podcast, en voiture de plus en plus, ce qui n'était pas le cas, parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la voiture c'était vraiment le terrain de jeu favori de la radio FM. Bah, c'est plus le cas. Les choses évoluent. On interface son terminal mobile avec son ordinateur de bord. Même sur les voitures entrée de gamme, maintenant, vous avez soit du Android Auto, soit du Apple Car. Et donc, ça se fait très facilement. Et donc, on répond comme ça à des usages qui sont favorables, parce que les points de contact avec votre audience, bah, effectivement, sont multiples. Alors, pour ces qualités-là, bah, notamment le fait que c'est un format qui est globalement plutôt immersif, c'est aussi le format rêvé pour prendre le temps de revenir sur des questions un petit peu structurantes qui animent la marque. C'est vrai aussi dans les médias. D'ailleurs, on a beaucoup de clients médias qui aussi utilisent ce format-là pour aller compléter des articles divers et variés, et pour jouer à plein la complémentarité entre les différents formats. C'est effectivement l'occasion pour la marque de se poser des questions sur son histoire, sur sa culture, sur sa façon de partager ces questions-là avec son audience, avec l'audience visée, et donc effectivement à la fois sur ses valeurs et sur les modalités d'interaction qu'elle souhaite proposer à son audience. Alors, quelques chiffres rapidement, toujours dans les études, celles-ci qui sont de 2021. Quand on questionne des auditeurs de podcast, typiquement des gens qui sont déjà assez engagés quand même, bah effectivement, on voit que 65% sont capables de changer d'avis, en tout cas d'écouter ce qu'a à dire une marque lorsqu'elle écoute un podcast qui est produit par ses soins, et que finalement ça peut contribuer de manière assez claire à finalement le partage de valeurs indépendamment de l'offre de services, des produits et services. Et finalement ce récit qui est globalement systémique et global, hein, qui s'inscrit dans une histoire globale, bah, c'est quelque chose qui intéresse les gens, en tout cas les gens qui sont attachés à une marque sont tout à fait prêts à écouter ces discours-là et à les réutiliser par la suite, voire pourquoi pas en devenir des ambassadeurs, ce qui est aussi un des aspects assez intéressants dans ce format. Alors, question qu'on nous pose très souvent, c'est la durée moyenne finalement. Quelle est la durée idéale, sachant qu'il n'y a pas de durée idéale, on est en fonction de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut raconter, de qui on cible, et des contextes d'usage dans lesquels se trouvent les gens qui nous intéressent. La durée est extrêmement variable, mais enfin si on regarde globalement ce qui se fait quand même à l'échelle nationale, globalement, on retrouve ça à peu près un peu partout sur tous les territoires. On voit que le format roi, il se situe entre 10 et 15 minutes. Voilà, on n'a pas loin de 40% des podcasts qui sont produits, tout confondus, qui ont plutôt cette durée-là. Il y a effectivement un nombre non négligeable qui atteignent les 30 minutes. C'est effectivement pour revenir sur des questions de fond dans des formats un peu magazine, un peu où on donne la parole, on fait intervenir un certain nombre d'experts ou d'intervenants notoires, de personnalités. Effectivement, ça permet d'avoir un petit peu de temps. Et puis après, il y a des formats beaucoup plus longs, où on est dans une logique un peu différente, peut-être un peu plus fictionnelle, où c'est un autre travail encore qui est mené, auquel j'essaye bon nombre de marques, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'informer, ni même de donner les paroles, il s'agit effectivement
faire rêver un peu et de partager son ADN. Et du coup, les formats longs peuvent s'y prêter. Mais enfin bon, globalement, quand même, la durée, elle correspond c'est un peu ce qu'on a l'habitude de dire, à des temps de trajet moyens. Et c'est vrai qu'entre 10 et 20 minutes, finalement, on a le temps à la fois de dire pas mal de choses, et en même temps, on n'est pas trop long. Parce que ce qui est plus compliqué, c'est le saucissonnage, et le fait d'écouter en plusieurs fois. Ça, c'est des usages qui existent, hein, bien entendu, mais enfin, qui sont moins faciles à maîtriser par la suite. Alors, quelques exemples, parce qu'une fois qu'on a dit ça, et qu'on a fait ce travail en amont, qui permet d'identifier que ça a du sens de lancer ce type de projet, ce qui est encore une fois pas toujours le cas. Hein, si l'histoire qu'on a à raconter et que la cible n'est pas bien identifiée et que les contextes d'usage ne le sont pas, effectivement, on a toutes les chances de dépenser un petit peu d'argent pour un résultat qui ne sera pas forcément satisfaisant. Et d'où cette nécessité de travailler en amont. Et quelques exemples de clients qui ont, pour des raisons diverses et variées, ont décidé de produire des contenus audio. Et là, en l'occurrence, des podcasts. On peut faire aussi des choses un petit peu différentes, et avec du live, avec des problématiques de multidiffusion, mais ça, c'est de la web radio. Si on se cantonne au podcast, je vais vous donner un premier exemple, c'est l'association Passerelle. L'association Passerelle, vous la connaissez sans doute, ce sont des enfants qui s'apprêtent à être étudiants, le savent, et puis les plus jeunes générations l'ont su peut-être. C'est l'association qui permet de préparer, c'est le concours Passerelle qui permet de préparer aux grandes écoles de commerce. Et donc, production pour que vous ayez à la fois un peu l'univers qui est proposé, et puis ensuite vous avez effectivement des témoignages d'étudiants qui posent un peu les questions qui sont les leurs, et auxquelles d'autres étudiants justement qui sont passés par là apportent des réponses. Et donc ces formats qui ne sont pas des formats très longs, finalement viennent à la rencontre des questionnements de ces jeunes gens sur les supports qui sont les leurs. Et donc c'est là où ça vient compléter finalement les stratégies de communication qui peuvent mettre en exergue des approches du même type sur le plan éditorial, mais exploitées différemment. Et donc c'est ça qui a été produit, qui est aujourd'hui disponible sur les plateformes, relayé évidemment par l'association, son écosystème, et puis les étudiants eux-mêmes, puisqu'on joue la carte de la viralité dans ces cas-là, ce qui est une dimension qui est importante. Un autre exemple, un autre exemple, là pour le coup, on est avec une vieille compagnie d'assurance qui s'appelle Groupama, là en l'occurrence en région Loire-Bretagne. Groupama, c'est un vieil acteur du mutualisme français, qui est ancré dans les territoires, qui n'est pas forcément vu comme une boîte hyper moderne pour les jeunes gens. On est un peu dans une logique où il va falloir probablement un peu dépoussiérer aussi si on veut attirer les jeunes diplômés qui sont en quête de sens, qui ne sont pas forcément hyper séduits par les grandes maisons de ce type-là, qu'ils ne perçoivent pas comme étant extrêmement modernes. Et ce qu'on a mis en place avec eux, effectivement, c'est une série d'émissions pour aller à la rencontre des jeunes diplômés, et puis pour faire valoir finalement des valeurs qui sont riches de sens et qui finalement a permis d'avoir une assez bonne résonance avec ce public-là, puisqu'en rappelant ce qu'est le mutualisme, la façon dont il est né, en fait c'est des questions aussi de citoyenneté, de solidarité. C'est plutôt assez moderne finalement comme idée, et c'était assez structurant la façon dont s'est développé nos systèmes de solidarité en France. Et ça se partage. Et quand les jeunes gens qui ont un tout petit peu d'expérience au sein de la maison témoignent de cette expérience-là, auprès de jeunes futurs potentiels recrues, effectivement la direction des ressources humaines qui a lancé ce programme-là, elle est plutôt en phase avec sa stratégie de renouvellement, de rajeunissement de son dispositif de communication marque employeur. La matinale de Groupama Loire-Bretagne. On accueille Yanaël
Guyadère, qui est juste à vos côtés. Bonjour Yanaël. Bonjour. J'ai bien prononcé Guyadère? C'est parfait. Ouais, c'est super, merci. Voilà. Et donc on rentre dans un mode de dialogue assez intimiste et qui est plutôt sympa et qui a grandement séduit. Si je change d'univers, comme ça c'est bien, là vous allez avoir des univers qui sont quand même très très variés. Hein. Donc, on a vu l'assurance, on a vu l'association Passerelle. Là on va aller faire du camion. On est avec un industriel de l'automobile, du camion, qui vend des camions à des professionnels. Donc a priori on n'est pas dans une activité de service tertiaire branchée urbaine. C'est pas tout à fait quand même le sujet. Et on a une direction de la communication qui veut valoriser le service après-vente qui est destiné aux pros, qui achètent donc des utilitaires, des camions, etc. Et Iveco a une histoire à raconter autour de ça. D'une part parce qu'il y a une grande fierté des collaborateurs qui travaillent dans les ateliers et ça fait écho puisqu'il y a un petit côté mécanicien d'orfèvre et passion du métier, attachement à la maison qui est quand même assez fort et qui est intéressant à partager. Et dans ce contexte-là, on a produit un certain nombre de podcasts avec une dimension immersive assez forte. On laisse traîner le micro dans les ateliers, on entend les bruits de l'atelier, on entend les gars travailler, partager leur satisfaction et la qualité du service qu'ils essayent de rendre à leurs clients. Et puis il y a une émission un peu exceptionnelle aussi qui fait partie de l'histoire, c'est les 24 heures du Mans Camion. Et dans ce contexte-là, on est monté à bord du camion avec le pilote, qui est un peu une star du domaine, et qui partage un peu quelques anecdotes assez sympas, assez croustillantes de sa collaboration avec Iveco. Et puis le fait que lui soit un peu la tête de pont de la partie compétition d'Iveco, ce qui n'est pas forcément connu, mais ce qui est une jolie histoire à raconter finalement aux clients pro de cette maison. Les 24 heures camion, c'est près de 60 000 visiteurs sur le dernier week-end de septembre. Bref, le rendez-vous numéro 1 des passionnés de camions. En exclusivité pour vous, je serai dans cet épisode aux côtés du pilote le plus expérimenté du Team Truck toulousain, Patrick Châtelain. Il va nous raconter son expérience, nous faire vivre et revivre ses plus belles courses et bien plus encore. Ses pièces et services by Iveco, en direct des 24 heures du Mans Camion. C'est parti! Et donc on plonge totalement dans l'environnement. On est dans le camion avec Patrick Châtelain. Il y a des moments, il y a des bruits de moteur absolument incroyables parce qu'en fait les camions qui sont en tête passent près dans le virage qui est proche du micro. Enfin voilà. Mais ça fait partie du jeu et c'est particulièrement sympa et illustratif finalement de l'histoire de la maison. Et puis le dernier exemple, c'est l'Institut national de la consommation, que vous connaissez tous évidemment, l'INC, Institut Vénérable, qui est par ailleurs éditeur de 60 millions de consommateurs. Donc on est chez des gens qui sont extrêmement crédibles, écoutés, et qui font une émission de télé qui s'appelle aussi Code Conso d'ailleurs. Elle s'appelle d'abord Code Conso et le podcast s'appelle également Code Conso. Mais ça n'est pas une variation. C'est pas une déclinaison des émissions de télé. On est sur un sujet assez différent. Et là, l'idée, c'est aussi d'aller toucher les gens qu'on n'arrive pas bien à toucher avec les autres formats, et en tout cas pour compléter la panoplie d'outils qui permet d'aller au-devant de ces auditeurs, avec, là pour le coup, un angle ultra pédagogique. On n'est pas en train de raconter une belle histoire d'un institut centenaire qui partage des valeurs. Là, pour le coup, c'est hyper pédagogique. Les émissions sont montées avec un partenaire à chaque fois qui apporte un éclairage extrêmement sérieux. Ça a été l'ADEME, ça a été en l'occurrence dans celui-ci l'Institut national des radiofréquences, donc sur des sujets qui sont assez structurants, critiques et qui suscitent aussi de l'appréhension, là en l'occurrence autour de la 5G. Et donc des prises de parole d'experts orchestrées par un journaliste, en l'occurrence une journaliste d'ailleurs, avec un travail de préparation éditoriale et des sujets extrêmement fouillés, et qui permet finalement à Code Conso d'aller à la rencontre des usages de
de ces consommateurs, qui sont alors pour le coup potentiellement sur les plateformes audio en public, mais surtout sur leur site et sur l'ensemble des sites qui composent l'écosystème. Et c'est surtout là que les players se trouvent et que les écoutes se font. Là, j'ai une petite intro, mais je vais Code pas Conso, forcément, le podcast de l'Institut national de la consommation. Donc dès là, on voit qu'on est sur un Bienvenue dans Code Conso, le podcast de l'Institut national. voilà, bon, après, voilà. Et puis enfin, alors dans un contexte événementiel, pardon, je dis c'est le dernier exemple, mais non, c'est l'avant-dernier exemple. C'est dans un contexte totalement événementiel. C'est le salon de la cybersécurité qui a souhaité effectivement multiplier les formats et proposer également de l'audio à l'ensemble des gens qui les suivent, à la fois ceux qui sont présents en séance, mais aussi ceux qui sont à distance. Et puis répondre aussi à une consommation qui est aussi à la demande. Il n'y a pas que l'événement live et l'ensemble des contenus auxquels on peut faire appel par la suite. Et là, on a travaillé effectivement un habillage là aussi qui répond un peu à l'environnement dont on parle, quoi. Les podcasts CBC de la cyber. L'industrie du futur. Voilà. Et donc, voilà un certain nombre d'exemples qui illustrent un peu de ce qu'on peut faire en fait quand on souhaite projeter finalement sa marque d'une manière ou d'une autre, quel que soit l'angle finalement qu'on choisit, sur un ensemble de supports numériques, selon la chronologie qui est la sienne, sachant qu'effectivement sur des outils, des plateformes comme on le propose, on peut orchestrer la chronologie de publication. Vous pouvez très bien typiquement garder l'exclusivité sur vos supports à vous, parce que vous avez besoin de générer du trafic sur vos supports à vous, garder l'exclusivité temporaire pendant 24 heures ou 48 heures de vos contenus, et puis ensuite les rendre disponibles sur les plateformes tierces, et ensuite bénéficier de l'ensemble des audiences avec la répartition des écoutes, quel que soit le support à partir duquel il a été utilisé. Donc c'est des outils qui permettent d'affiner votre stratégie en la matière. Et puis, le nerf de la guerre, hein, c'est finalement ce qu'on veut faire, ce qu'on veut raconter, comment on veut le raconter. Et donc, ça outille très rapidement. Vous avez dû le comprendre en filigrane, hein, ces deux grands métiers. D'une part, c'est une agence éditoriale et créative, audio, avec des profils, des expertises qui viennent du monde des médias, de la radio, de la télévision notamment, des réalisateurs, des sound designers, mais également un ensemble d'intervenants qui viennent travailler avec nous au gré de projet, qui peuvent réunir des scénaristes, des auteurs, des comédiens, donc susceptibles de répondre à la volonté de raconter une histoire à une cible bien identifiée. Et puis, c'est le cycle complet finalement de l'ensemble de ces expertises, hein, à la fois du travail en amont dont on parlait en début de séance, pour définir finalement ce qu'on veut faire, définir les KPIs également, parce qu'effectivement c'est absolument essentiel, et puis finalement travailler sur à la fois le ton, le mode de narration que l'on souhaite mettre en place pour toucher sa cible. Donc vous avez l'ensemble des prestations qui sont associées avec une équipe dédiée. Et puis l'autre métier de Saouti, c'est un métier de technologie. On est éditeur de logiciels avec une assez grosse R&D qui est située dans les Côtes-d'Armor à Lannion. Et nous proposons des plateformes d'hébergement, de diffusion, de distribution, qui permettent de monétiser pour les médias également en injectant de la publicité. Les audiences sont certifiables par la CPM. On a intégré également des outils de mesure de type médiamétrie. Et vous pouvez propulser vos podcasts sur tous les types de supports numériques comme vous l'avez vu. Et quand on est très ambitieux et qu'on souhaite mettre en place des programmes audio plus denses et plus aboutis, effectivement, on peut intégrer toute ou partie de nos technologies dans des applications mobiles existantes, par exemple, lesquelles ce SDK rend les applications mobiles cibles compatibles avec CarPlay et Android Auto, par exemple, pour répondre à l'usage en situation de mobilité automobile. Et puis, évidemment, les players sont partageables partout. Et puis, si derrière
l'ambition est encore plus grande et qu'on veut mettre en place un flux, des outils de programmation, une logique de rediffusion, effectivement, dans ce cas-là, on est dans le monde de la radio, de la web radio. Et ça, pour le coup, on fournit des solutions clés en main à l'ensemble de nos clients. On a un certain nombre de clients entreprises qui, effectivement, ont des ambitions en matière d'audio, qui vont plus loin que la production de podcasts et qui s'inscrivent dans une logique de flux avec des émissions en direct, qui sont d'ailleurs, par ailleurs, évidemment disponibles sous forme de podcast sur la page podcast par la suite. Et donc, voilà, on fournit l'ensemble de ces prestations. Le tout combiné nous permet de répondre globalement à des projets de A à Z, finalement, sachant qu'on travaille aussi avec un certain nombre de clients qui sont autonomes sur tout ou partie. Et là, dans ce cas-là, on positionne le curseur là où le client souhaite le positionner. Voilà, et puis effectivement, un des sujets clés, effectivement en ce moment, parce que comme il y a une production de contenu audio et de podcast qui est quand même relativement massive, il y en a quasiment autant que d'auditeurs finalement, on pourrait se dire. Une des questions, c'est la découvrabilité. Donc là, il y a deux points très forts. Il y a d'une part l'outillage, donc l'ensemble des outils qui vous permettent de mettre à disposition vos contenus sur l'ensemble des dispositifs digitaux sur lesquels, qui sont des carrefours d'audience pour vous. Il y a effectivement la logique de mise en place d'un plan média, parce que par ailleurs, la question du marketing de votre propre contenu représente un véritable enjeu. Et là, il y a une logique d'articulation entre vos différents partenaires. Et puis, il y a également la possibilité de mettre en place des dispositifs d'achat d'écoute sur la base de partenariats avec un certain nombre de médias en ligne, ou d'acteurs, d'ailleurs, purement web, pure players, qui sont fortement pourvoyeurs d'audience. Et donc, en fonction des segments qu'on vise, effectivement, on travaille sur ces questions-là, sachant que l'avantage de l'audio, comme vous êtes vous avez une capacité d'engagement qui est assez forte, ça permet d'adresser des communautés aussi de manière assez intéressante, plutôt bien fait pour la logique, on va dire, affinitaire et communautaire. Donc voilà, je crois que j'ai terminé pour le coup. Oui, enfin, dernier slide, mais qui reprend un petit peu ce que je disais sur le slide précédent. Effectivement, en amont finalement des projets, il y a un certain nombre de questions structurantes. On ne propose pas le même contenu et on n'a pas la même stratégie de diffusion et de distribution selon les objectifs qu'on se fixe en amont. Et la façon dont ça vient s'articuler avec les autres supports, encore une fois, il y a vraiment une question d'articulation et de voir comment le format audio peut prendre sa place dans une dimension beaucoup plus systémique, beaucoup plus globale, et à quel moment, en termes de chronologie, il est intéressant de l'activer pour pouvoir toucher telle ou telle cible ou donner la parole à tel et tel de ses interlocuteurs favoris. Donc voilà, écoutez, vous avez peut-être quelques questions. Je ne sais pas quelle heure il est, si c'était court ou long d'ailleurs. 32 ? Bon, écoutez, on a commencé à 02. Mais donc, bien sûr, si vous avez des questions, tant qu'on ne nous met pas dehors, je répondre aux questions. Qui peut être en live ou en différé, bien sûr. Donc, on a un stand dans le sous-sol et je dois avoir mes coordonnées par là. Voilà. Oui, voilà. Ah non, c'est celui d'après. En fait, l'écran est trop proche de moi, je suis en biais. C'est pour ça que je suis sur la table. Pas de questions, parce que je suppose que ça fait partie de vos sujets de réflexion d'une manière ou d'une autre, les uns ou les autres. Ça n'occasionne pas de questions, pas tout de suite. Écoutez, merci beaucoup.